Bien. Maintenant, pour nos amis qui nous ont rejoints en cours de journée, nous allons accueillir Nikita Struve. Nikita Struve, éminente personnalité de l'immigration russe en France et de l'orthodoxie. Nikita Struve, qui a écrit et traduit de nombreux ouvrages, 70 ans d'immigration russe, les chrétiens à l'URSS et bien d'autres. Professeur de littérature russe à l'université de Paris X Nanterre, directeur de la revue Le Messager orthodoxe et directeur des éditions Yamka Press en 2002, le premier éditeur de Solzhenitsyn. Et pour nous, il est l'âme de la librairie des éditeurs réunis rue Montagne-Sainte-Geneviève, véritable institution de l'immigration russe, 40 ans d'amitié profonde avec Alexandre Solzhenitsyn. Le thème, 40 ans d'amitié profonde avec Solzhenitsyn. Je suis très confus par la présentation qui vient d'être faite. Je ne suis en rien éminent. Et surtout, je n'ai pas demandé ce thème, 40 ans, surtout d'amitié profonde, parce que je n'ose pas dire, lorsqu'il m'arrive d'écrire ou de parler du Solzhenitsyn, que ce pouvait être un ami. Et en même temps, effectivement, j'ai eu 40 ans de relations, et de relations de confiance. Mais la distance est tellement grande entre le personnage et ce que je suis, que jamais je n'ai pu... Ça marche, hein? Celui-là marche? Parfait. Que jamais je n'aurais pu, et je ne pourrais prétendre, d'avoir été l'ami, et surtout en profondeur. Bien, la profondeur est entièrement de mon côté. J'ai reçu Solzhenitsyn dans mon corps, dans mes veines, dans mon âme, par l'écrit, bien sûr, et essentiellement, enfin, pas essentiellement, je ne veux pas dire, mais quand même, ça sera plus par l'écrit que par la parole. Voilà, donc je suis un peu confus, j'espère ne pas vous retenir longtemps avec ce témoignage. Je le commencerai d'ailleurs peut-être par un témoignage qui n'est pas le mien, mais comme il vient de la plus grande poétesse russe du XXe siècle. Je l'ai d'ailleurs mentionné ce matin à propos d'Ivan Denisovitch et de la maison de Matriona. Elle a rencontré Solzhenitsyn, si je ne me trompe, 2 fois. Il est venu lui lire ses poèmes, précisément, le petit chemin rude. Elle lui a dit, parce que les grands disent toujours la vérité, écrivez en prose. En prose, vous êtes infaillible. Et c'est la raison pour laquelle, bon, c'est très tard que ces poèmes ont été publiés. Et lorsqu'elle l'a reçu une seconde fois, elle a écrit, je ne sais plus d'ailleurs où, il est Svetanos, c'est un peu difficile à traduire, il est porteur de lumière. Il est lumineux, il est, si l'on veut en français, on dirait, il est lumière, il porte en lui la lumière. Et je crois que c'est une appréciation, c'est une appréciation vraie. Ça ne veut pas dire qu'il l'a porté tout le temps, ou qu'on était tout le temps sensible, bien sûr, à la lumière, parce que rien ne peut être constant, mais c'est une espèce de, si vous voulez, une espèce d'impression. Ça marche pas? Plus près. C'est très bien. Le micro m'échappe toujours. Et voilà, donc Svetanos est porteur de lumière. Alors effectivement, je l'ai connu pendant près de 40 ans.
Alors, je l'ai connu d'abord pendant 3 ans, je l'ai déjà dit ce matin, uniquement par la correspondance. Par la correspondance, et alors nous avons établi, effectivement, ces relations de confiance. C'était des relations de confiance qui ont été confirmées d'ailleurs par sa femme. Il dit, il aime tellement vous écrire et recevoir vos réponses que je m'associe à cela. Ce sont donc des relations de confiance qui se sont installées entre nous. Pourquoi m'a-t-il écrit? C'est parce que je dirigeais la revue le Messager de l'Action chrétienne des étudiants russes, à laquelle ensuite il allait collaborer, et dans laquelle j'écrivais mes opinions sur ce qui se passait en Russie, en URSS plutôt, et donc il me connaissait par ce côté-là, par certaines de mes émissions à Radio Liberty, et également par... j'étais en contact, là aussi clandestin et autres, parce que je n'avais jamais mis les pieds dans ce pays, contact clandestin et autres, également épistolaire, avec une jeunesse que je n'appellerais pas dissidente, mais qui cherchait la liberté, qui vivait la liberté. C'était essentiellement une jeunesse orthodoxe, groupée autour d'un prêtre remarquable que Solzhenitsyn a connu, le père Alexandre Meigne, et que je n'ai pas eu la possibilité de connaître, parce qu'avant mon arrivée en URSS, nous avions déjà un rendez-vous, mais il a été assassiné sans qu'on sache par qui jusqu'à présent, ni pourquoi, simplement parce que c'était effectivement également, je dirais, un homme porteur de lumière. Voilà, alors je dirais, je parlerai un peu de ma première rencontre. Je l'ai raconté d'ailleurs pour l'ouvrage paru à l'occasion de l'exposition Bodmer. Ma première rencontre avec lui, c'était à Zurich, c'était 2 jours après. Enfin, la première rencontre, c'est quand j'ai entendu sa voix, il m'a téléphoné de Francfort. Alors je dis, est-ce que je me rends à Francfort? Mais non, c'est pas la peine. Est-ce que je vais à Zurich? Et sa voix m'a étonné parce qu'elle était... Bon, il venait de débarquer, je dirais, de cet avion qui aurait pu... Il aurait pu être jeté par-dessus bord, mais enfin, il ne l'aurait pas été parce que l'Occident, quand même, était assez sensibilisé. Et comme la tentative d'assassinat qui a fait l'objet... la tentative d'assassinat en 1971, précisément, lors de mes premiers contacts épistolaires avec lui, n'a pas réussi. À Novotcherkassk, il l'a appris que c'était une tentative d'assassinat, il ne l'a appris qu'en 91. Parce que l'un des auteurs de cet assassinat manqué s'est repenti. Voilà, alors quelques mots sur ma première rencontre avec Solzhenitsyn. Alors j'étais évidemment, c'est le train qui arrivait de Francfort, de Francfort à Zurich, etc. C'était un train, son arrivée était une grande fête à Zurich, il y avait du monde partout, et je me suis confondu dans cette foule pour participer précisément un peu incognito, enfin parmi les autres, à cette foule, mais enfin ensuite je me suis rendu chez lui, dans l'appartement de Maître Head, de son avocat, et alors je me suis demandé comment vais-je l'aborder.